J'ai refusé d'élever la sœur orpheline de mon compagnon, après qu'il lui a donné la chambre de mon fils, toute son attention, et le fonds d'études qu'il avait promis à mon enfant. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Mon compagnon et moi étions ensemble depuis 4 ans. J'ai 31 ans, et j'ai un fils de 7 ans. Il en a 30. Nous nous sommes rencontrés quand mon fils avait 3 ans, et dès notre première année ensemble, il m'a aidé à l'élever. Nous ne sommes pas riches, mais nous avions une vie stable, une routine bien établie, et un foyer. Et oui, il n'est pas le père biologique de mon fils, mais j'ai toujours dit qu'un père est celui qui élève, et non celui qui engendre. Et, à l'époque, il semblait avoir compris cela. Dès le début de notre vie commune, nous avions mis les choses au clair. Le plus important, c'était que nous n'aurions pas d'autres enfants. Ce n'était pas négociable pour moi. En élever un toute seule avait déjà été très difficile, et il l'avait accepté sans le moindre problème. Il disait être heureux avec ce que nous avions, et tout était clair entre nous, jusqu'à ce que ses parents meurent. C'était un accident de voiture, une intersection mal évaluée, un camion qui n'a pas pu freiner à temps. Un appel téléphonique au beau milieu de la journée, sa voix brisée, et ce silence lourd derrière. Ma main tremblait pendant que je l'écoutais. Ils sont morts tous les deux. Je ne savais pas quoi dire. Je l'ai simplement serré dans mes bras quand il est rentré à la maison. Ça m'a brisé le cœur de le voir ainsi, anéanti, complètement abattu. Mais ce n'était pas le pire. Le pire est venu plus tard. Quelques jours après, il m'a annoncé que sa sœur de 13 ans se retrouvait totalement seule. Elle est avec ma tante, m'a-t-il dit, mais seulement pour quelques jours. Elle dit qu'elle ne peut pas la garder à long terme. Et qu'est-ce qui va lui arriver, ai-je demandé. L'autre option, c'est qu'elle entre dans le système, l'adoption, les familles d'accueil. Et qu'as-tu l'intention de faire? La seule chose que je puisse faire. Je l'amène ici. Sur le coup, je suis resté figé. Quoi? C'est ma sœur. Elle est ma responsabilité. Je ne vais pas la laisser entre les mains d'inconnus maintenant. Mais n'avions-nous pas dit que nous n'aurions pas d'autres enfants? Il a gardé le silence. C'est différent. Ce n'est pas comme avoir un enfant. C'est aider ma sœur. Juste pour un temps, seulement jusqu'à ce qu'elle puisse se débrouiller seule. J'ai commencé à ressentir ce vieux tremblement dans ma poitrine. As-tu déjà pris ta décision? Oui. C'est ma sœur. Il n'y a personne d'autre. Je lui ai demandé s'il avait au moins envisagé d'autres options, si la tante pouvait, peut-être, recevoir une aide financière, s'il y avait d'autres moyens. Il m'a répondu que non, que la décision était prise, et qu'il espérait que je serais d'accord, mais que sinon, il le ferait quand même. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que tout ce que nous avions construit avait une date d'expiration, dès l'instant où son passé était revenu le chercher. Mon fils et moi sommes passés du statut de sa famille, à celui de son projet précédent. Nous n'étions plus la priorité. Il m'a dit que la fille arriverait le lundi, qu'elle aurait seulement besoin de partager la chambre de mon fils pendant un certain temps, et il m'a promis que les choses ne changeraient pas tant que ça. Et le pire, c'est que je l'ai cru. J'ai cru que ça allait être temporaire. J'ai cru qu'il ferait de son mieux pour maintenir l'équilibre. J'ai cru qu'il n'allait pas mettre de côté tout ce que nous avions bâti. J'ai cru que nous étions toujours une famille. La sœur est arrivée un lundi, à 10 heures du matin, accompagnée d'une tante qui n'arrêtait pas de répéter à quel point tout avait été dur, et combien il était bon d'avoir enfin son frère pour prendre les choses en main. La jeune fille, car je ne pouvais plus l'appeler une enfant, n'a pas dit un seul mot. Pas un bonjour, pas un merci. Elle est entrée dans la maison comme quelqu'un qui pénètre dans une chambre d'hôpital froide, avec une âme détachée. La tante n'est même pas restée 15 minutes. Elle nous a laissé la responsabilité, et s'est littéralement évanouie dans la nature. Nous ne l'avons jamais revue. Mon compagnon l'a aidé à s'installer dans la pièce, la chambre de mon fils. À partir de ce jour-là, ils allaient partager une chambre, un lit superposé improvisé, et une routine bouleversée. Et j'ai essayé d'être gentille, je le jure. J'ai cuisiné pour elle. Je lui ai demandé si elle avait besoin de quoi que ce soit. Je lui ai même offert certains de mes vêtements, quand j'ai vu qu'elle n'avait apporté que 2 tenues de rechange. Elle se contentait de hocher la tête. Pas un seul mot, comme si tout était automatique. Mais mon fils, lui, a parlé, et ces mots m'ont brisé le cœur.
Pourquoi elle dort dans ma chambre? Pourquoi je ne peux plus regarder la télé quand je veux? Pourquoi papa ne joue plus avec moi? Car c'est bien la première chose qui a changé. Mon compagnon, qui rentrait autrefois directement du travail pour le serrer dans ses bras, allait maintenant tout droit vers elle. Il lui apportait des choses, des bonbons, des livres, de nouveaux vêtements. Un jour, il est rentré à la maison avec des billets pour l'aquarium, et mon fils a couru vers lui, tout excité. « On va à l'aquarium. » Et il a répondu, « Non, c'est juste pour elle. Elle a besoin de se changer les idées. » Mon fils l'a regardé comme s'il ne comprenait pas la langue. Moi non plus, je ne la comprenais pas. Et c'est comme ça que tout a commencé. Les sorties, les promenades, les excuses du genre « elle a besoin d'être distraite ». Et mon fils devenait de plus en plus silencieux. J'ai essayé de lui parler. Je lui ai expliqué que son papa traversait des choses difficiles, que sa tante était triste, et qu'elle avait besoin de temps. Mais comment pouvais-je lui faire comprendre qu'il était triste lui aussi, et que tout le monde s'en fichait? Un soir, j'ai dit à mon compagnon qu'il fallait qu'on parle. Je lui ai expliqué que mon fils se sentait exclu, qu'il ne comprenait pas pourquoi tout tournait désormais autour de sa sœur, et que je ne comprenais pas non plus. Il s'est passé la main sur le visage. Elle va mal, vraiment très mal. Elle fait des cauchemars. Elle ne dort pas. Elle ne mange pas. Elle est brisée. Et qu'en est-il de mon fils? Ça n'a pas d'importance parce qu'il n'est pas aussi brisé qu'elle? Bien sûr qu'il compte, mais elle a besoin de plus en ce moment, plus que lui. Ce n'est pas une compétition. Et pourquoi est-ce que ça y ressemble tellement? Il ne m'a pas répondu. Il a simplement changé de sujet. Il m'a demandé d'être patiente. Il m'a dit que je ne comprenais pas ce que c'était de perdre ses parents. Et peut-être que je ne le sais pas, mais je sais ce que c'est de perdre sa famille alors que l'on est encore en vie. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le fonds pour l'université. Il y a 3 ans, quand nous avons commencé à vivre ensemble, je lui avais demandé s'il voulait que nous mettions de l'argent de côté pour les études de mon fils. Il a dit oui. Il a dit qu'il le considérait comme le sien. Il a dit qu'il s'en occuperait, et c'est ce qu'il a fait. Il a versé presque tout l'argent. J'avais arrêté de travailler quand j'avais emménagé avec lui, donc je ne pouvais pas contribuer, mais je lui faisais confiance, car il m'avait toujours dit que ce fonds était pour mon fils. Jusqu'à un après-midi ordinaire où, sans tourner autour du pot, il m'a annoncé « J'ai pensé à utiliser ce fonds pour ma sœur. Elle veut devenir médecin, et ça lui donne de l'espoir. Cela lui donnerait une raison de continuer. Et j'aime aussi beaucoup ton fils. Le moment venu, on commencera à économiser pour lui. Il a encore le temps. » Au début, je n'ai même pas pu parler. Ma gorge me brûlait. Ma main tremblait. Ce fonds était pour lui. Tu l'avais promis. Et je tiendrai parole. Mais pour l'instant, la priorité, c'est elle. Elle n'a personne d'autre. Et c'est là que j'ai su que nous n'étions plus une priorité. Ni mon fils, ni moi, seulement elle. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose que j'avais peur d'admettre. J'ai commencé à la détester. Pas pour ce qu'elle avait fait, car en réalité elle n'avait rien fait, mais pour ce qu'elle représentait, le début de la fin. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était viscéral, irrationnel, silencieux. Je suis devenu plus froide, plus pragmatique. J'ai arrêté de cuisiner pour elle. Si elle ne mangeait pas, ce n'était pas mon problème. Si elle laissait la chambre en désordre, je ne lui disais rien. Que son frère nettoie. Pas parce que j'étais cruel, mais parce que je ne voulais plus faire partie de tout cela. Elle s'en est rendue compte. Bien sûr, elle n'était pas stupide, et elle a couru se plaindre à lui. Un soir, il m'a dit directement, « Ma sœur pense que tu la détestes. » Je l'ai simplement regardé. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses? » Je ne sais pas, mais tu te comportes différemment. Différemment? Tu veux dire en ne lui souriant pas comme si on était dans une colonie de vacances, en ne faisant pas semblant que ça ne bousille pas ma vie. Il s'est tu. Il a changé de sujet, comme toujours, jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, il m'assoit pour me parler sérieusement à nouveau, comme si ce que nous avions dit avant n'avait jamais existé, à propos du fonds d'études qu'il avait créé. Non, écoute-moi juste une seconde. Elle veut étudier la médecine, et je sais que j'avais promis ça pour ton fils, mais elle en a besoin maintenant.
Il a le temps. Non, les jeux interrompus. Cet argent est à mon fils. Ne dis pas ça comme si c'était toi qui l'avais mis. C'est moi qui ai économisé cet argent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Que maintenant tu peux changer le nom qui est dessus. Que les promesses ne comptent pas, je n'ai pas dit ça. Si. Si, tu l'as dit. Tu dis que c'est pour elle. Un point c'est tout. Et c'est là que tout s'est déchaîné. C'était comme ouvrir la cage d'un animal blessé. C'est ma sœur. Elle a perdu ses parents. Elle est toute seule. Est-ce que tu sais ce que ça fait? J'ai ri. Et c'était la pire chose que j'aurais pu faire. Un rire étouffé, plein de venin. Seule. Elle est avec toi, avec une maison, avec de la nourriture, avec une chambre, avec tout ce que mon fils n'a plus. Mais de quoi parles-tu? Il a tout. Non, il ne t'a plus, toi. Ça l'a fait reculer, comme si je l'avais frappé avec quelque chose d'invisible. Mais je n'avais pas terminé. Tu sais ce qui est le pire? C'est que tu n'as pas eu le courage d'admettre que tu as cessé d'aimer mon fils comme avant. Tu l'as juste remplacé, en silence. Et maintenant, tu arrives avec des excuses émotionnelles pour le justifier. Il m'a hurlé dessus. J'ai hurlé en retour. Il a dit que je n'avais jamais aimé sa sœur. Que je l'avais vu comme un fardeau dès le premier jour. Je lui ai répondu qu'il ne m'avait jamais demandé si je pouvais supporter ça, qu'il avait pris la décision tout seul, qu'il nous avait jetés dans ce chaos sans se soucier des conséquences. Il a dit que j'étais égoïste. Je lui ai dit qu'il était un traître. Et là, au milieu du désastre, mon fils a passé la tête depuis le couloir, les yeux pleins de larmes. Pourquoi vous vous disputez? C'est à cause de moi. Et mon cœur s'est brisé. Tout ce temps passé à essayer de le protéger, de lui cacher la douleur. Et il savait déjà. Il l'avait ressenti dans l'air, dans la nourriture que nous ne partagions plus, dans le silence des promenades que nous ne faisions plus. Il l'avait compris mieux que nous. Cette nuit-là, nous avons dormi dans des chambres séparées. Et le lendemain, il a agi comme si de rien n'était. Mais il était déjà trop tard. La guerre avait commencé. Une guerre silencieuse, froide, faite de couteaux invisibles. Et chaque jour, nous nous rapprochions de la fin. Je l'avais pressenti quelques jours auparavant, l'atmosphère était devenue dense, épaisse, comme si tout pouvait voler en éclats juste en respirant trop fort. Personne ne disait ce qu'il pensait. Personne n'osait se regarder directement. Il ne parlait qu'avec sa sœur. Moi avec mon fils, comme si nous avions divisé la maison par des alliances invisibles. Cette soirée n'était qu'une de plus, parmi tant d'autres qui ne ressemblaient plus à un foyer. J'étais dans la cuisine, en train de servir le dîner. Mon fils s'était baigné tôt. Il portait son pyjama dinosaure préféré, et attendait à table, tout excité parce que j'avais préparé ses pâtes favorites, celles de d'habitude. Eux n'étaient pas là. Ils étaient encore sortis, sans rien me dire. Quand ils sont rentrés, ils ont rapporté des sacs. De la glace, des sushis, des frites que mon fils adore, mais il n'en avait pas pris pour lui, seulement pour elle. Elle est allée directement dans sa chambre. Il est resté dans le salon, époussetant sa veste avec indifférence. « Vous étiez où » ai-je demandé sans élever la voix. « On est allé voir un film. »« Un film ? Et tu n'as même pas pensé à inviter ton fils. » Il m'a regardé comme si j'étais un caillou dans sa chaussure. Je ne voulais pas qu'on soit trop nombreux. J'avais juste besoin de passer du temps avec elle. Et lui, c'est quoi? Un bruit de fond? Un figurant? Il a poussé un long soupir résigné, comme s'il était épuisé de devoir se justifier d'aimer sa sœur. Elle est en deuil. Tu le sais. Mon fils l'est aussi. Ou tu penses qu'il ne ressent rien? Quoi? Il ne remarque pas ce qui se passe. Il n'a rien dit. Depuis qu'elle est arrivée, tout est pour elle, parce qu'elle en a besoin. Et tu penses que lui n'en a pas besoin? Quoi? Parce qu'il ne pleure pas la nuit, il ne souffre pas? C'est là qu'il en a eu vraiment marre. J'en ai assez que tu présentes tout ça comme si c'était une compétition. Tu sais quoi? Ce n'est pas une compétition, parce que si c'en était une, nous savons déjà qui a perdu. Il s'est approché de moi et a croisé les bras. Je n'arrive pas à croire que tu me forces à choisir entre vous. Que je te force? Tu as déjà choisi.
Tu l'as amené ici. Tu lui as tout donné. Tu nous as oubliés. Je n'ai oublié personne. Je fais ce que j'ai à faire. C'est mon sang. Et nous étions ta famille. Vous l'êtes toujours. J'ai ri de colère. Ah, vraiment? Quelle famille s'ignore au dîner? Quelle famille exclut un enfant de ses sorties? Quelle famille vole le fonds d'études d'un fils pour le donner à quelqu'un d'autre? C'est là que tout a explosé. J'ai financé ce fonds. Mais tu l'as fait pour lui. C'est ce que tu as dit. Tu lui as promis de l'aider. Et je le ferai, mais pas maintenant. Elle en a besoin en premier. Lui, il a le temps. Et s'il tombe malade demain, s'il se passe quelque chose, tu vas aussi dire que ce n'est pas le bon moment? Le silence est tombé. On n'entendait plus que l'écho de nos voix rebondissant sur les murs, et le couteau que j'avais utilisé pour couper les pâtes, reposant sur la planche. Mon fils est apparu sur le pas de la porte, silencieux, les yeux grands ouverts et rougis. Il n'a rien dit. Il est simplement retourné dans sa chambre. Mon corps me faisait mal, ma gorge me brûlait, mes dents étaient serrées, et mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. J'ai montré le couloir du doigt. Tu as vu ça? Tu l'as vu? T'es-tu rendu compte qu'il est ta famille, lui aussi? Ou l'as-tu déjà oublié? Et c'est là, dans ce calme lourd après les cris, qu'il a prononcé ce qui m'a détruite. Toi et moi ne sommes pas mariés. Nous n'avons rien signé. Il n'y a pas de papier. Quoi? Légalement, toi et moi ne sommes rien. Alors, si ça ne marche pas, je préférerais que tu partes. Je me suis figé. Mes pieds me faisaient littéralement mal tellement j'avais froid. J'avais l'impression de manquer d'oxygène. Tu me mets à la porte? Je te demande d'accepter que ça ne peut tout simplement plus continuer. Après 4 ans, après avoir élevé mon fils comme s'il était le tien, après nous être appelés une famille, j'ai essayé de faire en sorte que ça marche. Je le jure, mais tu n'as jamais cédé. Tu n'as jamais essayé de t'adapter. M'adapter? Tu m'as ignoré. Tu as tout enlevé, sans me demander, ni à ton fils. Je m'effondrais, mais j'ai continué. Elle ne veut pas de moi ici. Elle me voit comme un obstacle, et tu l'écoutes. Pas moi, pas ton fils, mais elle. Il s'est passé les mains sur le visage, épuisé. Ce n'est plus une relation. C'est une bataille. Donc, tu as déjà choisi. Ce n'est pas une question de choix. C'est de la survie. Et je ne peux pas continuer comme ça. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. Sur le champ, j'ai simplement hoché la tête. Je suis allé dans la chambre, et j'ai dit à mon fils que nous allions dormir chez ses grands-parents. Il n'a rien demandé. Il a juste fait ses affaires. Et alors que je franchissais la porte avec ses valises et mon âme en lambeaux, je l'ai regardé une dernière fois. J'espérais des excuses, un geste. Mais il a seulement dit, « J'espère qu'un jour tu comprendras que j'ai fait ce que j'avais à faire. » Et moi, la voix brisée mais ferme, j'ai répondu, « Et j'espère qu'un jour, tu regretteras d'avoir perdu ceux qui t'avaient choisi, juste pour t'accrocher à quelqu'un qui ne t'a été donné que par le sang. » C'est ça qui a gagné, à la fin. Pas l'amour, pas les années, pas le temps que nous avons partagé à élever mon fils ensemble. Le sang a gagné. Ce même sang qui m'a exclu, ce même sang qui, sans dire un mot, m'a effacé de sa vie, comme si je n'en avais jamais fait partie. 4 semaines se sont écoulées depuis notre départ. Mon fils et moi sommes chez mes parents, dans la même chambre où je dormais autrefois, avec des posters de groupes qui n'existent même plus. Et maintenant, je le vois dormir en serrant un vieil animal en peluche, qu'il n'utilisait jamais avant que son père ne disparaisse de sa vie. Il ne m'a pas appelé. Il n'a pas pris de nouvelles du petit. Il n'a envoyé aucun message. Pas même un « Êtes-vous bien arrivé ?» Rien. Comme si tout ce que nous étions avait été archivé dans un dossier qu'il avait décidé de ne jamais rouvrir. Et oui, je devrais le détester. Et parfois, je le fais. Mais la vérité est bien plus moche. Il me manque. Son rire dans la cuisine me manque. Sa façon de se glisser dans le lit après une mauvaise journée, la façon dont il portait mon fils, pour lui faire sentir qu'il était l'enfant le plus important du monde. La personne qui, je le pensais, ne me ferait jamais défaut, me manque. Et je me demande, était-il vraiment aussi cruel? J'ai repensé à tout ça 1000 fois.
Peut-être que j'aurais pu être plus patiente, plus flexible. Peut-être que la sœur n'était pas le problème, mais plutôt ma résistance. Peut-être que ça m'a fait plus de mal de perdre le contrôle, que de partager l'espace. Mais ensuite, je vois mon fils. Je vois comment ses yeux perdent leur éclat quand quelqu'un prononce le mot papa. Comment il s'enferme dans son monde, dessinant des personnages où il n'y a que lui et moi. Et je me dis que j'ai fait le bon choix. J'ai défendu mon fils, car si je ne le faisais pas, qui le ferait? Les gens s'attendent à ce que les femmes soient des mères universelles, qu'elles embrassent tout le monde, même ceux qui nous font du mal. Mais je ne suis pas cela. Je suis la mère de mon fils, et de personne d'autre, certainement pas de la sœur de mon petit ami. Et c'est pour ça qu'ils m'ont jeté dehors, pour avoir posé une limite, pour avoir dit « ça suffit ». Et pourtant, je n'arrive pas à éviter la culpabilité. Et si la fille avait juste besoin d'affection? Et si j'avais contribué à sa douleur? Et si, avec plus de tendresse, tout avait été différent? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai perdu, lui. Ce que nous étions, nous, qui m'avait demandé tant d'efforts à construire. Mon fils m'a demandé aujourd'hui si on retournerait vivre avec papa. Je lui ai dit que je ne savais pas, que maintenant c'était juste lui et moi. Il n'a rien dit. Il m'a juste serré fort dans ses bras, comme s'il savait que j'étais brisé, moi aussi. Et je suis là, à écrire ceci avec une boule dans la gorge, et une question qui m'empêche de dormir. Ai-je été égoïste de ne pas vouloir élever la sœur de mon compagnon, même si cela signifiait tout perdre? Reddit, suis-je la méchante de cette histoire? Histoire 2. J'ai abandonné mon fils autiste pendant des années, puis je suis revenu malade, exigeant sa garde et l'argent de son père, seulement pour faire face à la femme qui m'a remplacé, et à un fils qui refusait même de m'appeler maman. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'avais 24 ans quand je suis tombée enceinte de Germain. Il en avait 27. Il travaillait dans le secteur commercial d'une entreprise familiale, et avait toujours été ce genre de personne qui semble avoir trouvé un sens à sa vie. Il était gentil, stable, patient, tandis que moi, eh bien, j'étais tout le contraire. Impulsive, émotionnelle, avec une carrière à moitié construite, et un besoin désespéré que quelqu'un me dise quoi faire de ma vie. Mais quand j'ai appris ma grossesse, quelque chose s'est aligné, non pas par amour ou par maturité, mais parce que pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir un but. Germain m'a serré dans ses bras, m'a dit que nous allions fonder une famille, et que nous ne manquerions de rien. Nous avons emménagé ensemble. Nous avons acheté un berceau avant même de connaître le sexe. Nous avons promis d'être une famille normale. Baïmar est né un après-midi pluvieux. Il pleurait très peu. Il m'a regardé comme s'il me connaissait déjà, et j'ai ressenti un amour qui frôlait la violence. Je suis devenu obsédé. Je lui achetais des vêtements dont il n'avait pas besoin. Je lui lisais des histoires qu'il ne comprenait pas. Je passais des nuits entières à le regarder dormir, juste pour m'assurer qu'il respirait. Mais au fil des mois, quelque chose n'allait pas. Ou du moins, c'est ce que le monde me faisait ressentir. Tandis que les bébés de mes amis commençaient à marcher, à babiller, à rire avec leurs parents, Baïmar restait dans son propre univers. Il ne répondait pas à son prénom. Il n'établissait pas de contact visuel. Il jouait avec ses doigts pendant des heures. Et si quelque chose le contrariait, il se cognait la tête contre le sol avec une force qui me faisait crier. Nous l'avons emmené chez le pédiatre, puis chez un neurologue, puis chez un spécialiste du développement de l'enfant. Chaque visite était un couloir plus long que le précédent, jusqu'à ce qu'à l'âge de 2 ans, nous soyons assis face à une femme médecin, à la voix douce, qui nous a dit les choses franchement. Baïmar a un trouble du spectre de l'autisme. Il est probable qu'il ne développe jamais de langage verbal. Il aura besoin d'un soutien spécialisé, de routines strictes, d'une stimulation continue, et de beaucoup de patience. Je me souviens être restée silencieuse, non pas parce que je ne comprenais pas ce qu'elle disait, mais parce qu'au fond de moi, j'avais toujours su que quelque chose n'allait pas. Mais il y avait une part encore plus sombre en moi, qui refusait d'accepter cette réalité. Une part qui, dans mon adolescence, quand mes amis et moi parlions d'enfants et d'avenirs imaginaires, avait dit à voix haute, je ne pourrais pas élever un enfant comme ça. Je l'abandonnerai. Ce n'est pas une vie, ni pour lui, ni pour moi. Et maintenant, j'étais là, regardant mon propre fils, la chair de ma chair, dans son pyjama dinosaure, avec ses mains qui bougeaient sans arrêt,
et ses yeux fixés sur un point invisible, sentant que cette prophétie s'était réalisée. J'ai dit à Germain ce que je ressentais. Je m'attendais à ce qu'il se mette en colère, qu'il me hurle dessus, qu'il m'envoie balader. Mais non. Il a pris mes mains et m'a dit, c'est notre fils. Peu importe comment il est. Nous surmonterons cela ensemble. J'ai hoché la tête. J'ai menti, car à l'intérieur, j'avais déjà commencé à partir. Ce n'a pas été immédiat. Des mois ont passé, peut-être des années dans ma tête, mais chaque jour, je sentais que je perdais un peu plus de moi-même. J'ai abandonné ma carrière. J'ai abandonné mes rêves. J'ai arrêté de dormir, de rire, de me regarder dans le miroir. Mon monde se résumait à une routine, des crises de colère, des thérapies, des horaires, et tout tournait autour d'un enfant qui ne me reconnaissait même pas comme sa mère. Et bien que Germain ait essayé de me soutenir, je ne voulais pas de soutien. Je voulais disparaître. Jusqu'à une nuit où, pendant que Baïmar dormait, j'ai fait l'impensable. J'ai rempli un sac à dos avec quelques vêtements. J'ai laissé mon téléphone portable sur la table. J'ai écrit un mot que j'ai déchiré avant de partir. Je l'ai regardé une dernière fois. Il bougeait doucement entre les draps. Il murmurait des sons que je ne comprenais pas. Je me suis approché. J'ai caressé ses cheveux. L'espace d'un instant, j'ai hésité, mais ce n'était pas suffisant. J'ai fermé la porte, comme quelqu'un qui laisse un incendie derrière soi. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Que j'échappais à un feu qui me consumait. Sauf que dans mon cas, c'est moi qui avais allumé l'étincelle. Je suis parti sans regarder en arrière. Pas un appel, pas un message, pas une excuse. J'ai pris un bus, puis un train, puis un autre bus, et finalement, j'ai loué une chambre dans une ville où personne ne me connaissait. J'ai changé de nom sur les réseaux sociaux. J'ai inventé un parcours professionnel. J'ai dit que je n'avais pas d'enfant. Pendant des semaines, j'ai dormi comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Je me levais tard. Je travaillais en tant que freelance depuis de petits cafés, regardant les gens passer, sans que personne ne me pose de questions sur des horaires, des thérapies, des couches ou des crises. Je me suis teint les cheveux, j'ai acheté de nouveaux vêtements, j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même. Ou du moins, c'est ce que je pensais. La liberté était enivrante, comme si je pouvais enfin respirer, après des années passées avec la tête sous l'eau. Mais cette liberté avait un silence qui n'était pas de la paix. C'était un vide. C'était une absence. C'était chaque minute qui passait sans savoir si Baïmar allait bien. S'il parlait, s'il comprenait, s'il me réclamait, s'il me détestait, ou s'il m'avait tout simplement oublié. Une nuit, j'ai rêvé qu'il m'appelait maman. Il ne l'avait jamais fait, même avant mon départ. Dans ce rêve, il souriait, me tendait les bras, courait vers moi, et juste au moment où je le serrais contre moi, je me réveillais trempé de sueur, la gorge sèche, en hurlant son prénom. J'ai fait ce rêve 4 fois, puis 2, puis plus du tout. Et c'était encore pire. Parfois, je pensais à le chercher, juste pour le regarder de loin, juste pour vérifier qu'il était en vie. Mais quelque chose en moi m'en empêchait. Peut-être la peur, peut-être la honte, ou peut-être la fierté de ne pas admettre que j'avais eu tort. Les années ont passé. 5, puis 6, puis 10. Je me suis construit une demi-vie, routinière, correcte, mais vide. Sans famille, sans partenaire, sans racines. Chaque tentative de relation échouait, parce que je ne pouvais jamais dire la vérité. J'ai eu un fils. Je l'ai abandonné. Je ne sais pas s'il est vivant. Je ne sais pas s'il se souvient de moi. Personne ne veut dormir à côté de ce genre de femme. Jusqu'à ce qu'un jour, mon corps commence à me lâcher. Au début, j'ai pensé que c'était le stress, la perte de poids, la fatigue, les vertiges. Puis sont venues les douleurs aiguës. Ma peau est devenue jaune. Les nuits sont devenues insupportables. Je suis allé chez le médecin, en m'attendant à une ordonnance et à une excuse. J'en suis ressorti avec une sentence. Hémochromatose héréditaire. Cirrhose du foie à un stade avancé. Vous aurez besoin d'une greffe de foie, m'a dit le médecin, et vite. J'ai fixé le mur comme si je pouvais y lire une autre réponse, mais il n'y en avait pas. Une greffe. Cela signifiait une opération, de l'attente, des frais, une hospitalisation. Et surtout,
cela signifiait que j'avais besoin de gens, de soutien, de donneurs, de famille, et je n'avais personne, littéralement personne. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert le tiroir auquel je n'avais pas touché depuis des années. Il y avait une vieille photo de Germain, de moi, et du nouveau-né, Baïmar. Il tenait mon doigt comme si c'était la chose la plus fragile au monde. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai cherché son nom sur les réseaux sociaux. Il n'est pas apparu, mais j'ai trouvé une ancienne amie et, dans ses publications, une photo. Baïmar, devenu adolescent, en uniforme scolaire, un léger sourire, des yeux qui ne regardaient toujours pas l'objectif, et à côté de lui, une femme. Liandra, selon les commentaires. Fier de ce petit génie, disait la description. Quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas de la jalousie ou de la nostalgie. C'était une rage sèche de ne pas avoir été là, d'avoir été remplacé, de voir comment quelqu'un d'autre avait comblé le vide que j'avais volontairement laissé. Et c'est là que j'ai su que je ne pouvais pas en rester là. Je ne pouvais pas mourir comme un fantôme. Il fallait que je revienne. Il fallait que je le voie. Il fallait que je lui dise au moins une fois que sa mère existait. J'ai pris un vol sans trop y penser. L'un de ces billets bon marché et inconfortables, qui vous rappelle à chaque seconde pourquoi vous auriez dû rester là où vous étiez. Pendant que l'avion décollait, j'ai pensé à toutes les façons dont cette visite pouvait mal tourner. Et pourtant, j'y suis allé. La ville était presque la même. Les rues, les arbres tordus, les poteaux avec des câbles suspendus comme de vieux serpents. Le même parc où nous poussions autrefois Baïmar dans sa poussette. Tout était encore là, sauf moi. Je suis arrivé dans la rue, jusqu'à la maison. La maison était peinte d'une couleur différente. Il y avait des fleurs à l'entrée, un vélo adossé au mur. Je l'ai regardé pendant 15 minutes, depuis le trottoir d'en face. 15 minutes qui m'ont paru toute une vie. Je n'ai pas eu le courage de sonner à la porte. Je suis reparti cette première fois. J'étais une lâche. À la place, j'ai contacté une ancienne amie du quartier. Je lui ai dit que j'étais juste de passage, que je voulais seulement savoir comment allaient les choses. Je n'ai pas menti. Pas complètement. Et c'est là que j'ai pris le deuxième coup de poignard. Germain était mort. Un accident de voiture, il y a 2 ans. Un virage, un camion, un choc violent. Il était mort sur le coup. Je suis resté muette. Je ne savais pas comment réagir. Je ne l'aimais plus ces dernières années. Mais d'une manière absurde, je l'avais imaginé éternel, solide, toujours là. Et Baïmar, ai-je demandé. Il vit avec Liandra, a-t-elle répondu. La compagne de Germain. Ils étaient ensemble depuis des années. Elle l'a élevé comme s'il était le sien. Je crois même qu'elle l'a légalement adopté. Comme s'il était le sien, m'a déchiré. J'ai attendu une semaine. Le samedi suivant, j'y suis retourné. Cette fois, j'ai sonné à la porte. Une femme grande, mince, au regard vif, a ouvert la porte. Liandra. Je l'ai reconnue d'après la photo. Oui, a-t-elle demandé sèchement. Bonjour, je suis la mère de Baïmar. Ses sourcils se sont haussés. Tout son corps s'est tendu. Vous êtes. Elle n'a pas fini sa phrase. Je veux juste parler, ai-je dit. Avoir de ses nouvelles, savoir comment il va. S'il vous plaît. Elle a hésité. Elle m'a regardé comme si elle cherchait des armes sous mes vêtements. 1 minute. Ne faites pas de bruit. Elle est rentrée à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, j'ai vu descendre les escaliers un adolescent aux cheveux bruns, l'expression tendue, avec les mêmes yeux que j'avais vus dans le berceau tant d'années auparavant. Baïmar m'a regardé. Il a froncé les sourcils. C'est qui? J'ai dégluti. Je suis ta mère, ai-je dit d'une voix faible. Il a laissé échapper un rire vide. Non, ma mère est là, a-t-il dit en montrant Liandra. Je n'en ai pas d'autre. Baïmar, s'il te plaît. Je veux juste te parler, t'écouter, te voir, savoir. Savoir comment je vais, après que tu m'as quitté. Si tu as gardé un dessein pour moi, une place dans ton cœur. Non. Liandra est restée silencieuse. Elle ne l'a pas arrêté. Elle n'a pas adouci la situation. Ne me réponds pas comme ça, ai-je essayé, la voix brisée. Je veux juste réparer les choses.
Réparer quoi, m'a-t-il interrompu. Savez-vous ce que ça signifie, de grandir en croyant que sa mère était morte? Savez-vous ce que c'est de pleurer chaque nuit, sans comprendre pourquoi vous n'êtes pas revenu? Et maintenant vous venez ici, malade, désespéré, pour demander quoi? Le pardon ou de l'argent? Je me suis figé. Je ne veux pas de ton argent, ai-je murmuré. Mais je veux bien ce que son père a laissé. Non, a-t-il craché. Parce que vous avez appris sa mort et que vous êtes accouru. Ce n'est pas vrai. Liandra est finalement intervenue. Ça suffit. Ce n'est sain pour personne. Vous auriez dû rester loin quand vous êtes parti. Cette maison était aussi la mienne, ai-je crié, perdant le contrôle. J'ai vécu ici, je. Et vous l'avez abandonné, a-t-elle dit, sa voix tombant comme une sentence. Personne ne vous a jeté dehors. Vous êtes parti de vous-même. Silence. On n'entendait plus que la respiration saccadée de Baymar. Mon fils, mon inconnu. Je ne veux plus vous revoir, a-t-il dit. Je ne veux pas que vous me suiviez. Je ne veux pas de lettres. Je ne veux pas de fleurs. Je ne veux rien de vous. Liandra s'est dirigée vers la porte. C'était une erreur de vous laisser entrer. Ne vous en mêlez pas, ai-je répondu. C'est une affaire de famille. Famille, m'a-t-il craché à la figure. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Sortez, ou j'appelle la police. Je reviendrai, ai-je dit sans conviction, sans stratégie. Ce n'est pas fini. Ils ont fermé la porte. Je suis resté sur le trottoir, j'ai entendu un verrou tourner, et j'ai su que, pour eux, elle n'avait jamais vraiment été ouverte. Et si elle ne devait pas s'ouvrir par amour, alors elle s'ouvrirait par la loi. Parce qu'à la fin de la journée, j'étais toujours sa mère. Je l'étais par le sang, par l'histoire, par le droit, même s'il me détestait pour ça, même si la seule façon de m'approcher de lui était de devenir la méchante. Je suis allé voir un avocat. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'en avais assez pour payer une consultation, et semer un doute juridique. Je lui ai raconté mon histoire en arrondissant les angles. J'ai parlé de l'abandon, oui, mais je l'ai justifié par la maladie mentale, par le manque de soutien, par la peur. J'ai parlé de l'hémochromatose, du besoin urgent d'être opéré, et de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez exactement, m'a demandé l'avocat après un silence gêné. Je veux la garde de mon fils, et l'accès au fonds que son père lui a laissé. Je dois gérer cet argent. Je sais que je l'ai abandonné, mais je suis aussi sa mère, et je suis malade. Il n'a pas dit oui, mais il n'a pas dit non plus. La seule chose que vous puissiez tenter, a-t-il ajouté, c'est de contester le fait que la figure de tutelle légale de la partie adverse n'est pas biologique. Nous pourrions faire valoir qu'il a été adopté sans le consentement de la mère, si la procédure a été informelle. Si me brûlait de l'intérieur. Je savais que j'avais signé des papiers. Je ne me rappelais plus quand. Je ne me rappelais plus comment. Peut-être au cours de ces premiers mois après mon départ, peut-être dans un élan de culpabilité, ou peut-être que Germain les avait falsifiés. Qui sait? Nous avons quand même essayé. Nous avons déposé la requête. La nouvelle n'a pas tardé à parvenir à Liandra. Son avocat a contacté le mien, un jeune homme sûr de lui, avec un regard qui disait « Nous allons vous détruire en 5 minutes ». Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans une salle de conciliation. Baymar n'est pas venu, et d'une certaine manière, cela m'a fait plus de mal que s'il était venu pour me cracher au visage. Liandra s'est assise calmement. Pas la moindre trace de nervosité. « Qu'est-ce que vous cherchez » m'a-t-elle demandé directement. « Seulement ce qui me revient de droit » ai-je répondu. Avoir des nouvelles de mon fils, être avec lui, l'aider. L'aider, ou prendre ce que son père lui a laissé? Je l'ai détesté pour avoir dit ça, mais je me détestais encore plus de ne pas pouvoir le nier fermement. Je suis malade, ai-je dit. Je peux mourir à tout moment. Je veux juste un peu de soutien, provenant de ce qui est aussi à moi. Parce que Germain était mon mari. Parce que cette maison était aussi la mienne. Parce que ce fils était à moi. Il l'était, a-t-elle répété. Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez le réclamer maintenant? La conversation est devenue tendue, hostile, juridique. Mon avocat a présenté mes documents médicaux, mes preuves de maternité, l'historique de mes revenus. Liandra a présenté le testament de Germain, l'adoption légale, des photographies,
des lettres, des bulletins scolaires, des diagnostics. Elle a prouvé qu'elle avait été la mère, dans tous les sens du terme, pendant plus d'une décennie. L'une de ces phrases m'est restée en tête. J'étais là quand il avait de la fièvre à 3 heures du matin. J'ai appris à le comprendre quand il ne parlait pas. J'ai pleuré quand il a dit son premier mot. J'ai connu ce que c'était de serrer dans ses bras quelqu'un qui ne sait pas qu'il en a besoin. Elle n'a pas été là une seule fois. Maintenant, elle veut faire son apparition parce qu'elle est malade, et parce qu'elle veut ce qui ne lui appartient pas. Je n'ai pas pu répondre. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que tout ce que je pouvais dire sonnait creux. Une semaine plus tard, le procès officiel a été programmé. Baïmar y a assisté. Il est entré sans me regarder, et s'est assis à côté de Liandra. Quand le juge a demandé s'il souhaitait faire une déclaration personnelle, il s'est levé, a regardé droit devant lui, et a dit d'une voix ferme. Je ne veux pas être à nouveau arraché à ma vie. Je ne veux pas que quelqu'un qui m'a abandonné veuille maintenant se sauver grâce à moi. Je ne la déteste pas. Je n'ai simplement pas besoin d'elle. Je n'ai jamais eu besoin d'elle. Chaque mot m'enfonçait un peu plus, comme si chaque lettre était un clou scellant mon cercueil émotionnel. Le juge a tout écouté. Mes supplications, mes documents, ma maladie. Et ensuite, il les a écoutés, eux. Le verdict n'a pas été rendu ce jour-là, mais nous connaissions déjà tous la réponse. Je suis parti de là avec une seule certitude, je ne me battais plus pour l'amour ou pour la maternité. Je me battais pour ne pas me sentir complètement invisible, pour ne pas être qu'une silhouette floue dans la vie de quelqu'un qui ne m'avait jamais vu comme une mère. Une ombre qui essayait de se revêtir de chair et d'affection bien trop tard. Le jugement final est tombé un jeudi matin. Il pleuvait, tout comme le jour de sa naissance. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas de berceau, pas de tendresse, pas de promesses, seulement des bancs en bois, des dossiers remplis de preuves, et un juge au visage impénétrable. Je suis arrivé avec le cœur noué, habillé aussi décemment que possible, avec mon dossier médical sous le bras, et une boule dans la gorge qui grandissait depuis des mois. Mon avocat m'a jeté un bref regard peu optimiste. Il savait déjà que ce n'était qu'une formalité. Baïmar est entré avec Liandra. Costume gris, coiffure impeccable. Il avait tellement grandi, et il ressemblait tellement à Germain que ça faisait mal à voir. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Le juge a ouvert la séance. Des mots, des articles, des droits, des codes. Tout cela semblait lointain, comme si quelqu'un racontait ma ruine dans une autre langue, jusqu'à ce qu'on prononce mon nom. On m'a invité à parler, et je l'ai fait, l'âme en sang. Je sais que je l'ai abandonné, ai-je dit. Je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas été courageuse. Je n'ai pas été une mère. Je suis partie parce que j'avais peur. Parce que je me sentais prise au piège. Parce que je ne comprenais pas comment aimer quelqu'un qui ne pouvait même pas me regarder. Mais cela ne veut pas dire que je ne l'aimais pas. Le juge m'a observé, impassible. Je suis venu parce que je suis malade. Parce que je ne veux pas mourir sans avoir demandé pardon. Parce qu'il est la seule chose réelle que j'ai jamais eue. Je ne demande pas son amour. Ni même son pardon, juste une chance de faire quelque chose, n'importe quoi. Mon avocat est intervenu, renforçant la situation médicale, le pronostic vital engagé, le manque de ressources. Puis, ce fut le tour de Liandra. Impeccable, avec une sérénité tranchante. Madame ne cherche pas la rédemption, a-t-elle dit. Elle cherche des ressources. Elle cherche du confort, mais elle ne peut pas venir prendre ce qu'elle n'a jamais chéri. J'étais là. Je suis sa mère légale, et il ne veut pas la voir. Il n'a pas besoin d'elle. Il ne lui doit rien. Et puis, Baïmar a demandé à parler. Le juge a accepté. Il s'est levé, a pris une profonde inspiration, et, me regardant pour la première fois, a dit, « Je ne veux pas vous détester, parce que cela signifierait être encore lié à vous. Mais je ne peux pas vous voir comme ma mère. Je ne peux pas penser à vous sans me rappeler le sentiment d'être seul. D'attendre, de croire que si je me comportais bien, vous reviendriez. Vous n'êtes pas revenu. Pas quand j'ai appris à parler. Pas quand j'ai eu 10 ans. Pas quand papa est mort. Jamais. J'ai porté la main à ma poitrine. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Maintenant, vous revenez, a-t-il continué, avec la maladie, avec la peur,
avec des excuses. Mais il n'y a plus de place pour vous, car si je vous laisse entrer, vous repartirez. Seulement, cette fois, vous me laisserez briser. Le silence s'est fait dans la salle. Le juge a prononcé la sentence quelques minutes plus tard. Garde refusée. Requête rejetée. Droits administratifs sur les biens annulés. Légalement, pour l'État, je n'étais plus sa mère. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. J'ai trébuché en sortant par la porte du tribunal, tandis que le monde tournait autour de moi comme si de rien n'était. Mon corps s'est effondré. Je suis tombé. Je me suis tordu sur le trottoir comme un animal blessé. Un filet de sang a coulé de ma lèvre. Je ne pouvais plus respirer. Mon abdomen me brûlait. Les gens m'ont entouré, mais personne ne m'a touché. Baïmar est passé à quelques mètres de là. Il m'a regardé. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose sur son visage. Du doute, de la pitié, rien. Il a continué à marcher. Liandra s'est arrêtée. Elle m'a regardé froidement. Vous avez choisi ce chemin. Maintenant, vivez-le, a-t-elle dit, et elle est partie. Cette nuit-là, à l'hôpital, un médecin m'a parlé avec précaution. Les mots étaient graves. Insuffisance hépatique, urgence maximale, liste d'attente, aucune couverture médicale. Et moi, je ne pensais qu'à une seule chose, je meurs, et je ne vais manquer à personne. Ce mot sonne trop noble pour quelqu'un comme moi. Personne ne regrettera la femme qui est partie. Celle qui a fermé la porte. Celle qui n'a pas su aimer son fils. Celle qui n'est revenue que lorsque son corps a commencé à pourrir de l'intérieur. Je suis dans cette chambre d'hôpital depuis 3 jours. Tout le monde s'en fiche. Il n'y a pas de fleurs, pas de visiteurs. Juste des infirmières qui ne me regardent pas dans les yeux, et une machine qui bip de temps en temps pour me rappeler que je suis encore en vie. Même si cela n'a plus de sens. Il n'y a pas de lit pour une greffe. Il n'y a pas de ressources. Et surtout, il n'y a pas de famille pour me soutenir. Ils me l'ont dit froidement, vous pourriez vivre quelques mois, peut-être un an, mais ce ne sera pas facile. Comme si la vie l'avait jamais été. Parfois, je me réveille en pensant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Que j'ai de nouveau 24 ans, que Baïmar est dans son berceau, et que Germain me caresse les cheveux en me disant que tout ira bien. Mais non, tout a disparu. Germain est mort. L'amour est mort. La possibilité de rédemption est morte. Et quant à Baïmar, il m'a tué d'une manière encore plus brutale. Il m'a effacé. Il m'a jeté comme si je n'avais jamais existé. Il m'a regardé depuis le banc lors de ce procès, et a prononcé ma sentence avec les yeux froids d'un étranger. Et maintenant, tout le monde me veut moralement détruite. Ils veulent que je dise que je l'ai mérité. Que je suis désolé. Que j'accepte les conséquences. Mais vous savez quoi? Non, je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas qu'on me traite de monstre, alors que personne n'était là pour m'apprendre à être autre chose. Personne ne m'a donné les outils. Personne ne m'a apporté de soutien. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en essayant de survivre. Était-ce égoïste de partir? Bien sûr que ça l'était. Mais c'était aussi égoïste de la part de Germain de me laisser seul pour l'élever, pendant qu'il allait travailler comme un héros. C'était égoïste de la part de Baïmar de ne pas m'accorder la moindre chance de m'expliquer. C'était égoïste de la part de Liandra de s'imposer comme la propriétaire de quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et non, je ne veux pas que vous me compreniez. Je veux que vous me rendiez ce qui était à moi, mon fils, mon foyer, mon histoire. Maintenant, je suis condamné à mourir dans un lit anonyme, à payer des soins que je ne pourrai jamais m'offrir, dans une ville où personne ne sait que j'ai un jour été quelqu'un. Où la seule preuve de mon existence est une histoire brisée que plus personne ne veut entendre. Et lui, il est là-bas, avec son avenir assuré, avec une femme qui lui a appris à me détester sans me connaître, avec une vie qui aurait dû être la nôtre, mais qui maintenant me crache au visage chaque fois que je ferme les yeux. Je ne le chercherai plus. Je ne le supplierai pas. Je ne pleurerai plus pour lui, car être mère n'est plus quelque chose qui m'appartient.